Alors, pour parler un peu plus de mes recherches capverdiennes, ou surtout de mes écrits basés sur les recherches capverdiennes, c'était surtout à partir de mon séjour à Montréal, parce que au retour des îles de Cap-Vert, j'étais honnêtement un peu traumatisée par l'expérience de faire l'anthropologie en contexte de dictature et ça m'a pris du temps pour refaire un équilibre par rapport à mon expérience. Alors j'ai vraiment commencé la rédaction une fois installée à Montréal et alors là, comme je vous ai dit, j'ai pris connaissance des Français marxistes comme Amsel et plusieurs autres, Terré, Coppens. C'était vraiment important parce que à l'époque, je faisais une sorte d'insertion dans la langue française, mais je voulais aussi acquérir les outils français en anthropologie pour pouvoir échanger à même niveau avec mes collègues francophones. Parce que, bon, c'est graduel, on apprend une langue, mais on fréquente des milieux. Pour devenir anthropologue francophone, ça a pris du temps et ça a pris plus que l'apprentissage linguistique. Alors, pour mes écrits concernant les îles de Cap-Vert, la plupart concernaient l'idéologie raciale des îles, qui est un peu similaire à ce qu'on trouve au Brésil. Un apparent manque de racisme qui cache un racisme complètement normalisé dans la vie quotidienne. Il y avait ça. Il y avait aussi la migration, parce que mon intérêt initial était pour les Capverdiens aux États-Unis. Je suis allée aux îles de Cap-Vert en grande partie parce que je ne pouvais pas établir avec certitude si ce que les gens me racontaient aux États-Unis, c'était vrai ou pas, si c'était pas idéalisé. Et par exemple, les gens me disaient, nous, on ne connaissait pas le racisme aux îles de Cap-Vert. Mais bon, des fois, les personnes de peau claire pourraient le dire. Mais en fait, il y avait le racisme aux îles de Cap-Vert, c'était le fait du régime colonial qui était en place, et ça va avec. Mais c'est pour ça qu'il était indispensable de prendre l'occasion d'aller aux îles. Mais une fois là-bas, je voulais aussi savoir qu'est-ce qui arrivait aux gens qui émigraient, qui retournaient, pourquoi les gens émigraient, toute la tradition migratoire qui était alors très bien établie. C'était établi au point que je n'ai jamais assisté à un mariage où les deux partenaires étaient présents. C'était toujours par intermédiaire, proxy en anglais, parce que normalement le partenaire masculin était absent en milieu. Il était migrant aux Pays-Bas, aux États-Unis, et la plupart du temps, à mon étonnement, les filles ne connaissaient pas leur conjoint personnellement, avaient surtout des bonnes références du réseau familial et amical, mais pas plus que ça dans beaucoup de cas. Et j'étais étonnée des filles de mon âge au plus jeune qui se marient avec grand romantisme avec quelqu'un qu'elles ne connaissaient pas. Et alors j'ai demandé, mais comment tu peux faire ça? Elles ont dit, si tu aimes le pays, il faut aimer l'homme. Alors, si tu voulais aller aux États-Unis, j'ai aussi vu des liens de cœur brisés parce que les parents insistaient que la fille se marie avec un immigrant, normalement plus âgé, qui pourrait donner des visas à toute la famille pour entrer aux États-Unis. Alors, la question de la migration, l'idéologie raciale, indirectement, je dirais, des questions de genre aussi, et les fêtes religieuses m'intéressaient. À l'époque, les fêtes religieuses m'intéressaient plus pour ce qu'elles disaient sur la hiérarchie raciale, parce que les rôles et les fêtes aussi étaient investis de sens
concernant le régime racial. En même temps, j'avais la réalisation qu'on ne pouvait pas analyser les fêtes des saints, comme Saint Jean-Baptiste par exemple, sans prendre le saint comme un acteur dans la situation. Et c'était un peu comme une anticipation de ce que je faisais beaucoup plus tard. Mais à l'époque, mon intérêt n'était pas pour l'aspect religieux, mais beaucoup plus pour la dimension sociale et raciale de ces fêtes. La langue m'intéressait beaucoup parce que c'était une situation de diglossie où le créole et le portugais avaient des places bien définies. Le créole était interdit dans les écoles sous le régime portugais, du moins dans les dernières années. Et évidemment, les enseignants capverdiens et leurs enfants, et des fois, ils finissaient par expliquer une chose en créole pour l'enfant, pour assurer que l'enfant comprenait. Mais strictement parlant, c'était illégal. C'était aussi puni si les enfants parlaient créole entre eux dans la cour de récréation. Alors, vous pouvez imaginer l'analogie que j'ai faite quand il y a eu une interdiction à Montréal des langues maternelles des enfants dans les écoles francophones de Montréal. J'étais horrifiée parce que la résonance coloniale de tout ça est juste trop évidente pour moi. Mais pour ces raisons, la langue était très intéressante. Grâce à un linguiste de passage, j'ai fini par rédiger et publier une grammaire du créole capverdien, avec beaucoup d'aide de sa part, il faut dire. La sociolinguistique m'intéressait et continue à m'intéresser beaucoup, même si ce n'est pas au centre de mes recherches personnelles. Au fait, j'ai un petit projet de recherche que je caresse pour les dernières années de ma carrière, qui serait justement concernant pourquoi les congrégations religieuses changent de langue. C'est pour toute autre raison, sauf l'intégration. Il y a beaucoup d'autres raisons et peut-être qu'on aura du temps pour en parler plus tard. Alors, mes publications sur les recherches capverdiennes se sont étendues un peu parce que j'y suis retournée au milieu des années 90 et j'ai étudié un peu plus de près la transnationalité. Les îles étaient déjà indépendantes depuis quelques années. J'ai fait 2 retours, je crois. J'ai oublié de vérifier les dates, mais un retour aux années 80 et une série de voyages aux années 90 où j'ai vu les Capverdiennes américaines retourner à ce pays mythique pour eux, parce que c'était 5-6 générations plus tard, pour passer 2 semaines. C'était comme une expérience compressée de toutes sortes de chocs culturels, pas dans le sens superficiel, parce qu'ils connaissaient la langue, etc., mais évidemment de réconcilier le paradis tropical de leurs rêves avec la réalité d'un pays tiers-monde assez pauvre, orienté vers l'Europe, il faut dire. Donc, un pays où le fait que je parlais français, alors me gagnait quelques amis qui voulaient pratiquer leur français avec moi, des Capverdiennes qui avaient été scolarisées en France. Donc, cette réalité pour les ouvriers américains de 4e, 5e génération était en fait assez loin de leur imaginaire. Et j'aurais dû, en fait, faire une étude juste sur ces vols, franchement, où souvent j'étais la seule non-capverdienne. Bon, pour ma retraite, sans doute. Alors, par la suite, pendant mes années à Montréal, avant d'être à l'Université de Montréal, je continuais à travailler sur des thèmes
grosso modo, de la migration et avec l'influence du projet sur les femmes immigrantes, la question des familles immigrantes commençait à m'intéresser. Et une fois à l'Université de Montréal, j'ai lancé une recherche sur les jeunes issus de milieux immigrants, qui étaient justement comme les deux jeunes femmes qui avaient été à l'origine du projet sur les femmes immigrantes ouvrières. Ces deux femmes étaient eux-mêmes de la génération qu'on appelle 1.5, venues pendant leur enfance, mais pas toutes jeunes, à Montréal et au Québec. Cette étude sur les jeunes a été conçue comme une étude de la transition vers la vie adulte, les différentes transitions qui marquent le passage à la vie adulte, entrée sur le marché du travail, ou poursuite des études supérieures, fréquentation amoureuse, des choses comme ça, éventuellement mariage, départ du domicile des parents. Et on voulait rester avec ça parce qu'il nous semblait que tout le monde parlait de l'identité de ces jeunes. Et à l'époque, il prévalait une sorte de stéréotype selon lequel les jeunes issus de milieux immigrants étaient une sorte de problème social, par définition. Et leurs attaches à notre culture, langue au pays, étaient en soi des problèmes. C'était des notions importées de France, mais qui étaient très courantes ici au Québec. Alors, nous ne voulions pas, à l'origine, étudier l'identité, mais, comme arrive souvent dans les recherches, ça change en cours de route. Nous avons posé une question aux jeunes qui étaient issus de différents milieux, 4 ou 5 différents, chiliens, salvadoriens, portugais, grecs. Plus tard, quelqu'un d'autre a fait une étude des Vietnamiens. Il y avait d'autres études qui se sont greffées par la suite. Mais nous avons posé la question, qu'est-ce qu'il y a de différent dans les valeurs, les cadres familiaux de ton groupe et le reste de la société? Alors, ça a déclenché un discours identitaire irrésistible. Tout d'un coup, les gens parlaient de leur identité, affichaient fièrement leur statut de portugais, de grec ou autre chose, et leur accord avec leurs parents. Alors, nous cherchions désespérément les conflits familiaux, parce que la littérature nous amenait à penser que ces familles sont absolument rivées de conflits. Et nous avons, bien sûr, trouvé des sujets de chicane, typiquement les heures de sortie pour les filles. Mais nous avons trouvé aussi énormément de consensus de base exprimés par ces jeunes avec les valeurs de leurs parents, et notamment en ce qui concerne la famille. C'est-à-dire, le modèle, si on veut l'appeler comme tel québécois, n'est pas un modèle pour beaucoup de monde. Beaucoup de divorces, cohabitation sans mariage, manque de respect pour les aînés, selon beaucoup, les parents qui lâchent leurs enfants dans la rue à 18 ans. Bon, je vous sors les stéréotypes, mais ce n'est pas tout à fait des stéréotypes dans tous les cas. Et alors, pour ces jeunes, la société environnante n'offrait pas un meilleur modèle, au contraire. Ils vantaient l'esprit de famille de leur groupe, dans des discours par ailleurs presque identiques d'un groupe à l'autre, mais pour eux, c'est ce qui les faisait le plus identifier avec leur groupe. Alors, on a eu, et quand j'entends des gens qui veulent étudier les identités, je leur dis, et c'était un conseil de mon professeur, le prof qui a dirigé ma thèse, qui s'appelait George Hicks. Il a dit, si tu veux étudier le racisme, ne dis jamais le mot racisme. Idéalement, tu ne parleras pas de la race non plus. C'était un excellent conseil. Vous laissez ça sortir toute seule. Et c'est ça qui s'est produit
avec cette question sur les familles. Quand on demande les gens, quand on pose des questions sur les identités, on est normalement en train de former notre propre objet de recherche. C'est très, très dangereux. J'ai beaucoup plus confiance dans les études par la voie un peu détournée. Il faut découvrir les questions qui suscitent un discours identitaire. Et ça prend du terrain. Et le terrain, ça manque dans ce domaine parce que la pression, c'est normalement d'avoir une subvention, faire des recherches assez vite et avoir des résultats assez vite. L'observation participant est très peu rentable en termes de coûts et bénéfices, mais c'est un élément indispensable pour ce qu'on appelle les études ethniques, les études des migrations, etc. Cette étude a été assez formatrice pour moi. J'ai eu ma première équipe peut-être 6 assistantes, d'origine certaines québécois, dites de souche, francophones, d'autres issus de milieux migrants, mais pas le milieu qu'ils étudiaient, des choses comme ça. C'était très intéressant comme expérience d'équipe. L'une est devenue anthropologue, l'autre est toujours anthropologue, mais travaille dans des organismes de santé et fait l'interface entre les recherches et les interventions. Donc, c'était une équipe très intéressante. Ça a mené à d'autres recherches, grosso modo, sur le thème migration, famille, identité. Une étude assez brève des femmes âgées et migrantes était assez révélatrice. On était probablement trop jeunes pour s'imaginer à la place de ces femmes. Et nous étions surprises de découvrir que ces femmes ne voulaient pas forcément retourner aux îles de Cap-Vert, à leur pays d'origine. Mais non, pour faire quoi? Pour m'habiller de noir et rester à la maison toute la journée? Non. Alors, elles faisaient des charters avec leurs consoeurs, etc. Elles faisaient des voyages de toutes sortes et avaient beaucoup d'activités. Par ailleurs, on a trouvé que ces femmes étaient plus actives dans les associations de caractère ethnique que leurs consoeurs plus jeunes, qui étaient trop occupées par le travail, la famille, etc. Ces femmes ne voulaient pas normalement habiter chez leurs enfants s'il y avait une autre solution. Elles avaient goûté à l'autonomie, typiquement par le veuvage. On a choisi des femmes seules, quelques divorcées, mais la grande majorité veuves. Et alors, pour une fois, elles avaient le choix de quoi manger, quand manger et quoi regarder à la télé. Alors, elles n'étaient pas prêtes à changer de situation aussi vite. Elles appréciaient beaucoup leur liberté. Elles aimaient par ailleurs les quartiers du centre-ville où elles trouvaient des gens qui parlaient leur langue d'origine, des produits alimentaires qu'elles aimaient, etc. Donc, très peu pour elles de s'installer en banlieue et faire le gardiennage en permanence s'il y avait une autre possibilité. J'ai oublié de compléter pour la question identitaire chez les jeunes. Nous avons pris des gens de l'âge de cégep. À l'époque, ils disaient souvent « nous les ethniques ». Je vois ça encore aujourd'hui. « Nous les immigrants »,« nous les minorités ». À l'époque, on expliquait cette division entre les soi-disant ethniques et les francophones de souche par le fait que les ethniques parlaient anglais. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais la division est toujours là. Je suis les recherches de mes collègues comme Marie-Odile Magnan et ses étudiants. C'est toujours très bien établi. Bon, je vais en parler peut-être un peu plus vers la fin. Mais leur identité pour eux n'était pas en soi un problème. Plusieurs disaient, nous sommes Québécois plus. Ils considéraient qu'ils avaient autre chose. Ça, c'est encore plus clair aujourd'hui
où ces jeunes vont se dire carrément plus cosmopolites que les Québécois. Parce qu'aujourd'hui, ils voyagent avec leurs parents vers le pays d'origine, vers d'autres pays où habitent leurs familles. Ils parlent plusieurs langues. Ils ont une connaissance savante de la langue de leurs parents. Tandis que les jeunes que nous avons interviewés étaient souvent les enfants adultes de paysans. Et leur connaissance de la langue maternelle n'était pas forcément une connaissance savante. Mais aujourd'hui, avec les parents instruits, pour la plupart, la tendance de la migration des dernières décennies, c'est le Canada admet des gens plus scolarisés, qui sont grosso modo plus scolarisés que les Canadiennes en général. Et les parents, même s'ils souffrent un déclassement, ils vont inculquer une connaissance plus savante de la langue, de la culture d'origine, et les communications, les voyages aussi permettent beaucoup plus de contact. Finalement, pour conclure cette section, je parlerai pour une minute de la question de la mixité, un thème que j'ai développé il y a quelques années, encore avec une bonne équipe de chercheurs, co-chercheurs. Je mélange les gens parce que plusieurs de mes co-chercheurs actuels étaient, il y a une fois, mes étudiants. Josiane Legal, par exemple, est chercheur d'établissement dans un C3S de la montagne, et chercheur, professeur invité dans mon département. Elle était impliquée dans ce projet sur la mixité et beaucoup dans les analyses et finalement dans le livre, et elle-même poursuit d'autres recherches dans ce domaine. Mais la mixité était intéressante. En fait, avec les jeunes issus de milieux migrants, les adoptions internationales où j'ai collaboré avec Françoise Romaine-Ouellette et les unions mixtes, on a des cas d'enfants, de jeunes qui ont plusieurs points d'attache identitaires. Et qui, finalement, nous n'avons pas étudié les enfants d'adoption internationale et non plus les enfants issus d'union mixte. Mais Josiane projette une telle étude où je serai co-chercheur. Mais nous avons étudié les projets parentaux. Les parents étaient plus ou moins la même cohorte d'âge que les jeunes issus de milieux migrants que j'avais étudiés 15 ans plus tôt. Alors, nous avons eu un sous-échantillon, cohorte d'environ 16 personnes qui étaient issues de milieux migrants et en union mixte. Et c'était très intéressant de voir que, par exemple, ils regrettaient ne pas avoir bien appris la langue de leurs parents, parce que à l'époque où ils étaient tout jeunes, les parents qui n'étaient pas instruits voulaient à tout prix que l'enfant s'assimile à la majorité. Et la langue des parents étant pas une version savante, c'était aussi pas forcément prestigieuse. Mais la question de la mixité est devenue le sujet d'un livre où nous avons exploré en profondeur les projets de ces parents qui souvent disent « nous sommes une famille mixte », c'est-à-dire la mixité de leurs enfants colore toute la vie familiale et ils l'assument comme ça et avec fierté. Et pour conclure cette partie, je dirais que en général, nous avons trouvé assez peu de complexes ou sentiments d'infériorité concernant
les autres racines de nos interviewés dans ces différentes études. Au contraire, c'était un point de fierté. C'est pas sans des petits bémols, comme j'ai indiqué, la distinction entre les ethniques versus les autres. On va retourner à ça tout à l'heure. C'est pas pour dépeindre le pluralisme québécois comme angélique, loin de ça. Mais il y a des points positifs aussi. Alors, je m'arrête là.